Voilà, il est Bonjour. 10h30, donc bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre, le webinaire. Les participants se connecteront, je pense, encore dans les quelques premières minutes, mais on peut démarrer avec, les présentations du déroulé et des intervenants. Donc ce webinaire, FNE concerne l'efficacité énergétique des équipements électriques et électroniques, qu'on retrouve beaucoup dans nos logements. On les utilise tous les jours. L'objectif de cet échange, de ce webinaire, c'est de voir comment allonger la durée, de vie de ces produits dès l'achat et pendant leur exploitation, de bien comprendre les ordres de grandeur, en termes de consommation. Et donc on est ensemble pour 1 heure et demie. Et avant de commencer, juste, vous remercier de bien veiller à éteindre vos micros et vos caméras pendant les présentations. Nous aurons des temps de questions-réponses, tout au long du webinaire. Donc il y a 3 interventions, il y aura un temps de questions-réponses après chaque intervention. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais aussi, à l'oral pendant ces temps d'échange. Vous avez un bouton «Lever la main» que vous pouvez utiliser. Hem, N'oubliez pas la bienveillance et l'écoute tout au long du webinaire et pour rappel, donc ce webinaire est enregistré. Nous vous transmettrons les supports de présentation et le lien vers le replay. Voilà. Alors au programme, comment bien choisir nos équipements électriques et électroniques et comment les faire durer dès l'acte d'achat et pendant, leur utilisation? Alors on va démarrer avec, une présentation de Sophie Attali du guide Top 10 qui nous présentera les ordres de grandeur des consommations de nos appareils, les pistes de réduction de ces consommations, mais aussi la réglementation et les outils pour bien acheter. Donc une première partie sur, comment bien acheter nos équipements. Une deuxième partie sur, comment les faire durer avec, Anne-Charlotte Bonjean de l'ADEME qui nous parlera de l'indice de réparabilité, absorbé par l'indice de durabilité et du cas des smartphones. Et on finira par, une présentation d'Isaline Jean-Jacques, pardon, du réseau prévention et gestion des déchets de FNE qui, nous, présentera les travaux de FNE pour soutenir l'indice de durabilité et le bonus réparation. Et on peut démarrer donc avec, la présentation, de Sophie Attali. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran si j'y arrive, parce que c'est une petite gymnastique. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. D'accord. Le son et l'image, Alors, c'est bon. d'accord, très bien. Alors, on y va et tu m'interrompras si jamais il y a des questions parce que il vaut mieux clarifier sur le moment s'il y a des problèmes de compréhension et après, je pourrais prendre des questions. Alors, on va voir, moi je m'occupe plutôt des appareils neufs, plutôt que des appareils de seconde main qui sont très importants, ça peut-être on verra après. Ça dépend un peu des choix que vous faites d'achat et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut éventuellement réduire la facture d'électricité. C'est très vaste comme sujet, donc j'espère qu'on aura du temps pour traiter les questions parce que c'est plus facile comme ça. Ceci étant dit, alors attendez, hop. Comment est-ce que je peux aller à la prochaine? Voilà. Donc ça, c'est moi. C'est juste pour vous dire que je suis une experte. Je travaille toute la journée parce qu'il y a des gens qui font ça sur la consommation électrique des équipements électroménagers. C'est vraiment ma spécialité. On est plusieurs à faire ça en Europe. Il y a aussi Madame Kreitz de l'ADEME qui est là aujourd'hui. Et j'anime aussi le guide Top 10, qui est un site internet où vous pouvez trouver les appareils les plus économes en ce moment, parce que le marché, ça évolue tout le temps, et donc il faut le suivre, il faut connaître les réglementations, essayer de les influencer, de faire un peu du lobbying environnemental pour qu'elles soient plus ambitieuses du côté des économies d'énergie, etc. Donc voilà ce qui m'occupe. Alors, je commencerai vraiment par la tarte à la crème, qui est que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas.
Ça, c'est vraiment le postulat de départ. Tous mes travaux et ceux du Guide Top 10, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, c'est des infrastructures pour produire de l'énergie, parce qu'on veut éviter les coûts, on veut éviter les pollutions environnementales, on veut éviter les gaz à effet de serre, on veut éviter qu'il y ait trop de problèmes avec les terres agricoles qu'on voudrait peut-être couvrir de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. On veut éviter les déchets nucléaires, tout ça. Donc, il faut un peu réduire la demande et en tout cas la gérer le mieux possible, la demande d'énergie. Et aussi pour nous individuellement, ça veut dire qu'on va réduire les factures d'électricité si on en consomme le moins possible. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on se prive complètement, qu'on retourne à la bougie ou je ne sais pas quoi, mais ça veut dire qu'on réfléchit un peu à notre consommation. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et avant, c'était notre jargon, mais maintenant, ça passe dans le langage commun. Les deux principales, c'est ce qu'on appelle d'abord la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire le besoin, de réduire la demande. Et ça suppose de s'interroger, de se dire, bon, ben moi, de quoi j'ai besoin, de rafraîchir mes aliments, de me déplacer, de laver mon linge, etc. Est-ce que je suis une grande famille avec plein d'enfants ou bien au contraire juste un couple parce que ça va déterminer la taille? Peut-être j'ai pas besoin d'un énorme frigo si on n'est que deux chez moi, etc. Tout ça, c'est la sobriété, c'est un peu à regarder ce dont on a besoin, ce à quoi on peut aussi éventuellement renoncer, etc. Et la deuxième façon de faire, une fois qu'on a bien évalué le besoin, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le satisfaire et de la manière la plus judicieuse possible. C'est-à-dire qu'on va regarder un service dont on a besoin, on sait qu'il y a plusieurs façons de le satisfaire et on va choisir la manière la plus performante. Alors, ce n'est pas un problème technique, ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'en fait, pour ce qui concerne l'électroménager, on a la plupart des solutions, même si on sait qu'il y a des nouveaux appareils qui vont arriver, etc. En général, on sait déjà faire des appareils beaucoup plus performants que les autres. C'est plutôt une question d'organisation de la société, comme on va le voir, d'essayer de mettre en place la sobriété énergétique, etc. C'est donc compliqué, ça prend un peu de temps, mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que du coup, si c'est un changement de société, ça veut dire que chacun de nous peut aussi agir très concrètement et dès maintenant. Alors, aujourd'hui, on fait un petit zoom sur l'électricité spécifique. Donc, dans notre jargon, ça veut dire que c'est tout ce qui permet à ces appareils-là de fonctionner, ce qu'on ne peut faire qu'avec de l'électricité. Alors, on s'y intéresse en fait parce que ça représente environ un quart de vos dépenses sur la facture d'électricité. Bon, après, ça dépend des gens. Aujourd'hui, je suis obligée de parler de moyenne. C'est un peu frustrant parce que ça veut dire que c'est ni votre usage ni le mien, mais ça dit quelque chose quand même sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre les années 90 et les années 2010 à peu près, il y a eu une augmentation énorme de cette consommation d'électricité dans les logements, environ 40%, alors que la consommation pour le chauffage baissait un petit peu au fur et à mesure que les maisons étaient mieux isolées, etc. Et cette augmentation, elle est l'effet en fait de trois grandes tendances. Et la première, c'est l'augmentation du nombre d'appareils. Parce qu'en fait, toujours en moyenne, on sait que les logements français ont environ 100 appareils électriques et électroniques par foyer. Ça veut dire 100 bidules qu'on peut brancher dans le secteur pour qu'ils fonctionnent grâce à l'électricité. Alors bien sûr, vous allez vous dire, mais moi, je n'ai pas du tout 100 appareils, etc. Mais ça encore, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont moins, mais il y en a qui en ont plus. Et je vous invite à regarder dans tous vos placards et je suis sûre que vous serez surpris si vous regardez le nombre de chargeurs d'appareils qui se branchent chez vous. La deuxième tendance qu'on a eue dans ces 20 dernières années, c'est l'augmentation de la taille des appareils. Toujours plus grand, toujours plus grand. Les frigos étaient plus petits avant. Je vous mets au défi aujourd'hui de trouver une machine, un lave-linge neuf qui fait 5 kilos. C'est très rare, par exemple, alors qu'avant, c'était la norme, etc. Et la dernière tendance, c'est les nouvelles fonctionnalités où, par exemple, on s'est habitué aujourd'hui à avoir non seulement des écrans plus grands, mais beaucoup plus lumineux que ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc, ces trois tendances ont fait beaucoup augmenter la consommation d'électricité spécifique. Alors, depuis les années 2010, heureusement, il y a eu un palier, il y a même eu une légère décrue et on a vu l'hiver dernier avec la campagne pour un peu, avec toutes les tensions géopolitiques autour de l'énergie, on sait qu'on a eu une baisse de la consommation d'environ 10% l'hiver dernier, qui s'est maintenue a priori pendant tout le reste de l'année et qu'on espère bien voir se reconduire cet hiver, etc. Ça veut dire que quand on met en place une politique de sobriété, quand on fait
fait des messages de communication, etc., les gens peuvent réagir et ont commencé à baisser. Moi, je pense qu'on peut baisser encore plus la consommation d'électricité dans les logements. Je ne parle pas aujourd'hui de chauffage et de climatisation, c'est un autre sujet. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. D'après vous, qu'est-ce qui consomme le plus chez vous? Donc, ça ne peut pas être interactif, mais essayez de vous poser la question. Parce que l'ADEME a financé avec RTE et Enedis, je crois, une campagne de mesure, c'est-à-dire qu'ils ont mis des petits appareils qui mesurent chez les gens, chez 100 foyers représentatifs de la société française, et qui mesurent tout ce qui consomme de l'énergie. Comme ça, on a réussi à trouver des résultats sur ce qui se passe vraiment chez les gens. Alors, le top 5 des appareils électriques les plus énergivores, donc hors chauffage et hors eau chaude, eh bien, c'est toujours, parce que ça c'était déjà comme ça avant, le réfrigérateur combiné qui consomme le plus avec 346 kWh par an. Donc ça encore, c'est une moyenne, hein. Et bien sûr, plus la taille du congélateur est importante, plus l'appareil va consommer, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie de fournir une température à moins 18 degrés dans la partie congélateur qu'à plus 3,5 dans la partie réfrigérateur. Le deuxième appareil, bah, c'est le congélateur, justement, puisque ça demande beaucoup d'énergie et de fer. Le troisième, c'est le sèche-linge. Bien sûr, quand on en est équipé, c'est un appareil qui est très, très énergivore, hein, il faut le savoir. Ensuite, c'est la cave à vin. Et ensuite, c'est le lave-vaisselle. Puis après, il y en a plein qui sont aussi détaillés. Alors, moi, je trouve que ce qui saute aux yeux tout de suite par rapport aux besoins et à la sobriété de tout à l'heure, c'est que dans ce panel-là, on voit par exemple les caves à vin qui n'étaient pas du tout, qui n'existaient pas chez les particuliers, en tout cas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Ça a vraiment augmenté très vite et on peut légitimement s'interroger sur l'utilité de la cave à vin, sur l'utilité du sèche-linge, voire même sur l'utilité du lave-vaisselle, même si on sait qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait, on consomme beaucoup plus d'eau quand on fait la vaisselle à la main que la vaisselle dans un lave-vaisselle. Et or, c'est chauffer l'eau qui consomme le plus. Donc là aussi, il y a un peu des batailles avec une tendance qui dirait que laver sa vaisselle dans une machine, c'est moins l'impact environnemental total, y compris la fabrication, le transport de la machine, etc., serait plus favorable au lave-vaisselle qu'au lavage à la main. Si on continue dans un autre, on change de pièce et on va dans le salon par exemple, les top 3 des appareils électroniques les plus énergivores, là ce serait le téléviseur, l'ordinateur et la console de jeu. Et là, bien sûr, il y a un paramètre d'usage très important parce que plus on utilise ces appareils, plus on regarde la télé où elle est allumée, plus ça consomme, évidemment. Donc là, c'est encore une moyenne. Une autre façon de le présenter, c'est une infographie du journal Le Monde, mais qui a été faite à partir de cette même campagne de mesure, où on voit que c'est le premier poste, c'est le froid, puis l'audiovisuel, puis le lavage, le séchage, la cuisine, l'informatique, l'éclairage, et une assez grosse tranche qui s'appelle autres, parce qu'en fait, on a du mal à tout catégoriser quand on voit ça. On a aussi eu des surprises dans cette campagne de mesure, puisqu'on voit que les piscines, et finalement, il y a beaucoup de foyers français qui sont équipés de piscines, consomment beaucoup d'électricité, mais aussi des aquariums, des caméras de surveillance, des choses comme ça, qui finalement sont rangées dans cette catégorie autre. Alors, je voudrais tout de suite dire que pour l'impact environnemental, justement, quand on prend en compte ce qu'on appelle l'électrique grise, qui sert à fabriquer le produit, à la transporter, peut-être à le démanteler en fin de vie, etc., il y a une grande différence à faire entre les produits blancs et les produits bruns. Les produits blancs, c'est tout ce qui est des boîtes blanches, donc les frigos, les lave-linges et la vaisselle, etc. On sait que 80% de l'impact environnemental, il a lieu chez vous à cause de l'électricité que vous consommez. Et l'électricité, en fait, génère beaucoup d'impact environnemental quand on fabrique cette électricité, puisqu'en général, on brûle des énergies fossiles ou bien on utilise du nucléaire, etc. Et tout ça fait que l'impact environnemental, c'est chez vous qui se passe. Et le reste, la fabrication, le transport, le démantèlement, finalement, ça ne compte que pour 20% parce que ces appareils aussi vivent très longtemps, 10, 15, peut-être plus années qui vont rester chez vous, quoi.
C'est l'exact inverse pour les produits bruns. Donc, les produits bruns, c'est les téléviseurs, les ordinateurs et les smartphones, etc. Où là, c'est l'inverse. 80%, c'est plutôt pour la fabrication de ces appareils. C'est-à-dire, il faut extraire des métaux rares, des terres rares, des minerais, etc. Et c'est donc pour ça qu'il faudrait faire durer le plus possible les produits bruns. Donc là, Anne-Charlotte en parlera après, mais c'est vraiment très, très différent comme approche pour l'impact environnemental. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question, vous réfléchissez chez vous. À votre avis, qu'est-ce qui consomme le plus à l'année entre un lave-linge et une boîte Internet? Donc, j'ai 3 questions comme ça pour essayer de souligner des aspects différents de la consommation d'électricité de ces appareils. Alors, je ne vais pas maintenir le suspense, d'autant que c'était un peu une fausse question parce qu'ils consomment autant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc c'est une centaine de kilowattheures par an. La différence entre un appareil qui nous semble énorme, qui prend beaucoup de place chez soi, qu'en plus on met en marche, on appuie sur un bouton on, etc., et un petit appareil qui se fait complètement oublier, mais qui est branché 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, en général. Hein. Donc voilà, il ne faut pas se fier à l'apparence, il faut connaître un petit peu et se renseigner sur qu'est-ce qu'ils consomment chez soi à la maison. Donc là, il y a une différence d'usage. La deuxième question, c'est plutôt sur l'importance de la taille des équipements, parce qu'on se doute bien qu'une télé grande va consommer plus qu'une télé petite, ça d'accord, mais la question c'est combien en plus. Donc là, on a fait un petit calcul. Entre une télé qui a une diagonale de 110 cm et une télé qui a une diagonale de 75 cm, finalement, est-ce qu'elle consomme 30% de plus ou 2 fois de plus? On voit qu'il y a à peu près 30% de différence de taille, mais est-ce que ça se transcrit exactement ou pas exactement? Alors cette fois-ci, il y a une différence puisque ça consomme 2 fois plus. Donc il faut faire vraiment attention à la taille des appareils si elle correspond à votre besoin au moment où vous l'achetez, quand vous choisissez. Donc la taille de l'écran, le volume du réfrigérateur, la capacité du lave-linge, etc. C'est vraiment très important parce que par exemple, les lave-linges, on sait que la capacité a énormément augmenté. Aujourd'hui, la norme, c'est 8 kg, mais on trouve en magasin très très facilement des machines qui font 10 kg, 12 kg, etc. Alors qu'on sait que toujours en moyenne, la charge de linge que les gens lavent, elle tourne toujours autour de 4 kg. Donc ça n'a pas beaucoup évolué. Ça veut dire qu'on fait des tas de machines, on lave des charges de linge dans des machines qui sont vraiment beaucoup plus grandes que la charge de linge qu'on met dedans. Et la troisième question, là c'est plutôt sur les comportements, puisqu'on se doute bien dans les lave-linges et dans les lave-vaisselle qu'il y a une différence entre le programme qui va s'appeler intensif, par exemple, et le programme éco, qui lui doit nécessairement s'appeler éco. Alors, il y a une différence, d'accord, mais est-ce que le programme intensif est 20% plus consommateur d'énergie que le programme éco, ou plutôt 55% en plus? Donc là, je vous laisse réfléchir et je vais faire une petite digression. Alors, c'est entre 50 et 60% en plus, ça dépend des modèles et de quoi on parle, mais en gros, ça vaut vraiment le coup de choisir le programme éco par rapport à un programme intensif. Si vous l'avez une vaisselle ou un linge normal, on va dire, hein, c'est-à-dire moyen chez vous, qui est moyennement sale, etc. Parce qu'en fait, sinon, il faut regarder, moi c'est mon conseil, de regarder le manuel d'utilisation de ces appareils, parce que si les fabricants ont bien fait leur boulot, ils listent dans ces manuels tous les programmes, et il y en a plein, parfois il y a 30 programmes pour des lave-vaisselle par exemple, ils listent tous les programmes et ils vont dire combien chacun d'entre eux consomme en kilowattheure par cycle. Et ça, il faut regarder parce que ça dépend de vos besoins. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de jogging et vous devez laver des tissus très spécifiques, parfois il y a des programmes dans les lave-linges pour ce genre de tissu. Peut-être, je ne sais pas parce que ça dépend de la conception de votre lave-linge, peut-être que le programme adapté au jogging et aux tissus qui vont à l'extérieur consommera moins que le programme standard éco. Donc c'est pour ça qu'il faut vous renseigner. Si les fabricants ont bien fait leur boulot, c'est marqué. Alors, ça veut dire, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse les gens, ça veut dire que ces programmes sont longs, les programmes éco, parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour bien laver du linge. Soit on chauffe très fort l'eau, et c'est ça qui consomme de l'énergie, et c'est pas très bon pour certains tissus en tout cas.
Soit on utilise des détergents très agressifs, ça aussi ça pose quelques problèmes avec le développement des allergies, etc. Soit on fait tremper le linge ou la vaisselle longtemps et on alterne, et c'est là tout l'art, l'ingénierie qu'il y a derrière, on alterne des phases de trempage et de remuage, etc. Et c'est pour ça que finalement, les cycles optimisés, parce que ce sont eux qui sont sur l'étiquette énergie, les cycles optimisés durent très longtemps. Mais là aussi, on peut se poser la question, peut-être que c'est pas si dramatique si on lance une machine et que le linge n'est prêt que 5 heures après, même si 5 heures c'est un peu exagéré et les fabricants devront travailler bientôt à cette année à réduire un peu le temps des cycles éco. Il faut quand même penser qu'en général, pour un lave-linge normal, ça consomme beaucoup moins qu'un programme intensif. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit, ou devrait, ou nous devrions tous faire attention au choix des appareils? Alors, il y a quand même un problème pour la facture. Donc, nous avions estimé sur Top 10 que si on met bout à bout tous ces appareils, etc., ça coûte environ 700 € par an tous ces appareils pour les faire fonctionner. Et ça, c'est vraiment au bas mot parce que depuis que j'avais fait ce petit calcul, le coût de l'électricité, le prix du kilowattheure a beaucoup augmenté et ça ne fait que commencer, hein. On sait que dans les années à venir, ça va encore beaucoup commencer. Et il existe d'énormes différences sur les produits qui sont sur le marché. Pour moi, c'était une surprise il y a très longtemps quand j'ai commencé à travailler parce que je pensais que tout était bien fait. Mais en fait, les ingénieurs qui développent ces frigos, ces lave-linges, ces bouilloires, etc., eux, ce qui les intéresse en premier lieu, c'est le service que va fournir cet appareil. Et finalement, combien d'électricité ils vont utiliser, c'est une question qui reste un peu secondaire. Après, ça a un impact sur le prix, etc. Et c'est pour ça qu'on trouve ces différences. Donc, il y a des frigos qui consomment 3 fois plus que d'autres pour le même service. Et malheureusement, c'est à nous de nous renseigner pour pouvoir choisir ceux qui consomment le moins. Moi, je pense qu'une division par deux de cette facture, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier que ces appareils, quand on les achète, ils rentrent chez vous pour des années, hein, 10 ans, 20 ans, etc. Pour la collectivité aussi, ça a un impact parce que, en fait, ça veut dire qu'on fait tourner des moyens de production d'énergie juste pour fournir des kilowattheures qui sont superflus finalement, puisque si on avait utilisé des appareils les plus économes dès le début, on n'aurait pas eu à les alimenter comme ça. Donc, on avait fait là aussi un calcul qu'il y a environ 3,5 réacteurs nucléaires qui tournent uniquement pour faire marcher ces appareils qui ne sont pas très performants. Là aussi, c'est au bas mot parce qu'on avait fait ce calcul uniquement pour les plus gros appareils et pas du tout pour les 100 bidules qu'on peut brancher. Alors, je vais un peu accélérer parce que je vois que le temps passe très vite. Il y a des outils quand même pour vous aider. Il y a l'étiquette énergie européenne et le guide Top 10. Alors, l'étiquette, vous la connaissez, voilà à quoi elle ressemble. On la trouve en magasin sur les appareils principaux. Il faut juste faire attention parce qu'aujourd'hui, elle ressemble à ça, mais en magasin, il y a encore l'ancienne version avec des plus et des plus, plus, plus. C'est normal, c'est parce que la réglementation prend du temps et bientôt, tous les appareils auront une énergie comme ça, une étiquette pardon, comme ça qui ira de A à B. Alors, il y a quand même quelques subtilités avec cette étiquette. Elle sert à comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que l'échelle que vous voyez de A à G, là où il y a marqué B, la classe d'efficacité énergétique du produit, ça compare les appareils d'une même taille, parce que sinon, c'est évident que tous les appareils plus petits seraient mieux classés et plus grands bien classés, donc ça n'aiderait pas forcément à choisir. Moi, je vous conseille aussi de regarder le chiffre qui a juste en dessous, là où il y a marqué X, Y, Z, là, c'est la consommation. Alors, elle est soit annuelle, soit par cycle, il faut bien lire ce qui a marqué, mais c'est ça qui est important, c'est la consommation absolue de votre produit. Bien sûr, c'est pour un usage normé, c'est-à-dire que c'est ni le mien ni le vôtre, mais celui d'une norme en laboratoire, mais ça permet de comparer les choses, parce que sinon, on n'aurait aucun point de repère. Alors, il y a aussi le guide Top 10, donc le guide que j'anime. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Vous irez faire un tour si ça vous intéresse. Parce que le marché de l'électroménager, c'est vraiment la jungle, hein. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 frigos. Si vous cherchez un frigo, il y en a 3000 qui sont disponibles, plus de 3000 même. Donc, c'est très difficile de vous repérer. Donc, nous, ce qu'on fait sur ce site internet, on liste les produits qui sont actuellement sur le marché et qui sont les plus économes en énergie.
Et si vous allez sur le site, vous allez par exemple regarder les réfrigérateurs, vous arrivez sur un tableau comme ça qui vous montre les plus économes avec des détails. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en haut à gauche, on a les critères de sélection et en haut à droite, il y a toujours un onglet sur les conseils d'utilisation. Parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tous les appareils, mais vous le trouverez en ligne. J'en ai quand même choisi une illustration à partir d'une brochure de l'ADEME, parce que je pense que c'est intéressant de vous dire quand même certaines choses. Donc, les choses vraiment basiques, c'est les LED, donc d'installer des ampoules à LED, parce qu'aujourd'hui, vraiment, elles sont très fiables. Il faut juste faire attention à la couleur qui vous intéresse, parce que souvent, les gens disent qu'ils n'aiment pas les LED, mais c'est parce qu'ils ont mal choisi la couleur. On peut avoir une lumière plutôt blanche ou une lumière plutôt chaude, donc il faut bien vous renseigner, mais il y a un facteur 8 d'économie, même par rapport aux ampoules qui sont toujours autorisées sur le marché. Donc vraiment, les LED, c'est très important. L'autre chose qui est très importante, c'est les consommations en veille et les box et tout ça. Vous voyez là, sous le bureau, il y a une prise multiple avec un interrupteur. Donc moi qui suis flemmarde, c'est vraiment ma tactique préférée parce qu'il n'y a pas à éteindre ou à débrancher les appareils un par un. On appuie avec son pied, on n'a même pas à se baisser. Et ça éteint tous les appareils pendant la nuit, par exemple. Et sachez qu'aujourd'hui, si vous éteignez votre box, la box Internet, mais aussi la box TV, parce qu'elle aussi, elle a une consommation, ça permet, elle conserve leurs paramètres. Donc, quand vous allez le rallumer le lendemain, vous n'avez pas à tout régler, etc. Ça marche très bien parce que les consommations en veille, c'est-à-dire la consommation quand on n'utilise pas un appareil, mais juste pour qu'il soit prêt à fonctionner, c'est environ entre 80 et 100 euros quand même par an. C'est exactement comme si on avait un tuyau percé d'eau chez soi, avec de l'eau qui s'échappe, c'est la même chose. Si on va maintenant dans la cuisine, alors, puisqu'on a dit que le froid, c'était le poste le plus important, il y a quand même quelque chose à savoir. Un frigo, son boulot, c'est de faire du froid à l'intérieur et d'expulser la chaleur à l'extérieur. Si vous avez un frigo qui est dans un placard, et c'est très souvent le cas, il faut absolument qu'il ait 5 cm autour pour respirer, parce que sinon, il a l'impression qu'il travaille dans un environnement très, très chaud et le compresseur tourne en continu pour essayer d'expulser cette chaleur. Or, il est coincé dans un univers chaud. C'est pour cette raison aussi qu'il ne faut pas mettre les frigos à côté des radiateurs, à côté des cuisinières, à côté ou même exposés au soleil, parce que ça fait travailler beaucoup plus le compresseur et il va consommer plus. Il faut aussi éviter de mettre des plats chauds directement dedans, etc. Il faut dégivrer son congélateur parce que sinon, qu'est-ce que c'est que le givre? Finalement, c'est une couche de glace et le compresseur va tourner pour maintenir cette glace. Alors que d'abord, cette glace, elle vous ennuie parce qu'en général, elle prend de la place. Et en plus, vous n'avez pas à payer pour avoir cette couche de givre maintenue sans arrêt. Alors, le reste, on en a parlé. Le sèche-linge, bon, bah, bien sûr, si vous pouvez sécher votre linge à l'air libre, c'est certain que ça consommera moins d'électricité. Mais sinon, les sèche-linges à pompe à chaleur sont vraiment beaucoup plus intéressants que les autres. Et puis, comme on en a parlé aussi, pour le lave-linge, bien sûr, laver son linge à 30 degrés, ça consomme 3 fois moins d'électricité qu'à 90 degrés. Et je peux juste finir sur une chose, un critère d'hygiène, on va dire. Ce n'est pas un problème de laver son linge à 30 degrés ou même à froid. Il n'y a pas de problème de germes, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, par exemple en Australie ou même dans la plupart des pays d'Asie, tout le monde lave son linge à froid. Il n'y a pas de résistance à l'intérieur des machines. Et pourtant, ils ne sont pas plus malades que nous. Enfin, ce n'est pas un problème. Alors, je saute ça. Je voulais juste, pour finir, vous montrer ce que ça donne quand on combine un peu l'efficacité et la sobriété dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, si vous cherchez, par exemple, vous voulez une télé, vous voyez une télé qui vous intéresse, c'est celle de gauche, là, qui est assez grande en taille, qui en plus a des réglages de luminosité très très forts et vous allez la regarder 6 heures par jour, elle est de classe G, ça va consommer environ 300 kWh par an à peu près. Mais si vous choisissez cette même télé avec les mêmes réglages, toujours 6 heures par jour, mais que vous la choisissez D au lieu de G, vous allez faire une économie de 30%. Ce n'est pas négligeable, on est à 200 kWh par an.
Maintenant, si vous vous interrogez sur votre besoin et vous vous dites, bon, mon salon n'est pas énorme, de toute façon, je n'aurai pas assez de recul pour profiter d'une très grande télé, je vais la prendre un peu plus petite et je vais la garder, la regarder 6 heures par jour, toujours très, très lumineux et tout ça. Vous gagnez encore 30%. Donc maintenant, on est à 150 kWh par an. Ça, on commence déjà à faire un petit peu de sobriété sur la taille. Et si en plus, une fois que vous avez acheté cette télé relativement plus petite et bien classée, vous réglez les paramètres de luminosité. Alors, je ne vous dis pas d'avoir une image toute noire où on ne voit rien du tout, mais juste, par exemple, d'actionner le paramètre automatique de luminosité. Laisser la télé faire elle-même, parce que maintenant, c'est obligatoire en plus d'avoir ces capteurs de luminosité. Et si en plus la télé n'est allumée que 5 heures par jour et pas 6 heures par jour, on gagne encore 30%. Et finalement, on arrive à 100 kWh par an. Et on peut se poser ces mêmes questions pour pratiquement tous les appareils qu'on a chez soi à la maison. Voilà, je crois que je vais sauter ça, on pourra en parler. Je vous ai mis aussi quelques références dans la présentation que vous aurez et maintenant je peux répondre à quelques questions, si vous voulez. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, le timing est parfait. Merci beaucoup, Sophie. C'est très clair. Et on a une question de Sabine. Oui. Vous dites qu'en Australie, il n'y a pas de résistance dans les machines, mais est-ce que ce n'est pas parce que justement, ils ont peut-être de l'eau chaude qui arrive directement dans la machine et qu'il y a juste un régulateur thermostatique qui entre l'eau à 30 degrés ou 40 degrés? Parce que nous n'avons pas beaucoup ici de machines comme ça, mais je vois, j'ai récupéré une machine qui vient d'Amérique du Sud. Eh bien, il n'y a pas de résistance, mais il y a une entrée spécifique pour faire rentrer de l'eau chaude directement. Alors, c'est possible d'avoir ce genre de machine, mais ce n'est pas du tout les machines standards, parce que c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, ça demande une certaine technologie dans cette machine. On a aussi des machines ici, maintenant, en France, qui sont disponibles pour avoir de l'eau chaude directe. Si, par exemple, vous avez de l'eau chaude solaire, vous pouvez alimenter votre lave-linge directement avec de l'eau chaude. Et là, il faut absolument un thermostat, parce que vous risquez qu'elle soit trop chaude, l'eau. Et c'est pas bon non plus pour le linge, etc. Donc, non, non, vraiment, la norme, on va dire, enfin, les choses habituelles en Australie, en Asie, ce sont des machines qui lavent à froid. Vraiment. D'accord, Et merci. si vous avez de l'eau chaude solaire, je le dis aussi pour les lave-vaisselle, parce qu'on me pose souvent la question, pour les lave-vaisselle aussi, on peut les alimenter avec de l'eau chaude solaire, mais attention, là c'est complètement différent parce qu'un lave-vaisselle, ça n'utilise que 10 à 12 litres d'eau. Et si votre source d'eau chaude est très éloignée du lave-vaisselle, et en plus ça appelle l'eau litre par litre pratiquement, un petit peu au début, puis un petit peu au milieu, etc., si vous allez avoir juste l'eau qui est dans les tuyaux et pas l'eau chaude vraiment du lave-vaisselle. Donc, l'alimentation en eau chaude solaire, elle est tout à fait recommandable si c'est bien fait pour les lave-linges. C'est nettement moins intéressant pour les lave-vaisselle. Merci. Ça se trouve facilement, ces machines qui sont qui sont adaptables avec des services d'eau chaude solaire, parce qu'en fait, je trouve qu'on utilise très très peu l'énergie solaire, beaucoup trop peu pour l'eau chaude directe solaire, quoi. Oui, c'est pas facile à trouver. D'ailleurs, sur notre site internet, à un moment, on avait essayé de donner cette information, mais ça nous prenait énormément de temps à essayer de la retrouver. Donc, on C'est a pourtant un arrêté gros finalement de le levier, dire. hein. Oui, alors, Un je sais que gros levier. certaines marques allemandes le faisaient parce qu'en Allemagne, l'eau chaude solaire, finalement, est assez développée. Donc, vous pouvez regarder sur le site de fabricants allemands. En général, ils informent sur cette question. Merci. Merci. On a une question dans le chat concernant les LED. Quelles sont les moins consommatrices, les blanches ou les jaunes? Ah, ça n'a pas de rapport. En fait, qu'elle soit blanche ou jaune, ça consomme pratiquement autant. Mais par contre, c'est très bien expliqué. Enfin, alors, sur le paquet, les explications, évidemment, sont réduites parce que le paquet est minuscule. Donc, c'est pour ça que c'est assez bien, sans vouloir me flatter, c'est assez bien expliqué sur le guide Top 10 pour que vous puissiez choisir. Ça s'appelle la température de couleur. Et donc là, ça dépend. Il y a des gens, surtout par exemple, plus on va vers le sud de la France et de l'Europe, plus les gens aiment les températures de couleur où c'est du blanc froid. Et plus on monte vers le nord, plus on aime les choses cosy, etc.
et du coup, on choisit un blanc plus chaud. Mais ça n'affecte pas la consommation et il y a des LED de très bonne facture dans les deux températures de couleur. Merci beaucoup. Alors dans le chat, il y a Thérèse qui nous fait une précision concernant le cycle des lave-linges, comme quoi le besoin en eau froide se fait au début du cycle, sinon donc les tâches restent. Et moi j'ai une question concernant les lave-linges, sèche-linges qui sont combinés. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que d'avoir 2 appareils séparés? Alors, c'est pas terrible. Alors, elles ont quand même fait des progrès récemment. Donc, je sais bien que, surtout dans des petits appartements dans les villes, ça peut être assez utile. Mais il y a une technologie qu'il faut vraiment éviter. Et très franchement, là, j'avoue que je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais je sais que ça existe encore. En fait, ça sèche le linge grâce à de l'eau très chaude. Donc, ça fait une consommation d'eau énorme. Parce qu'en fait, ça fait circuler de l'eau dans les tuyaux qui génère de la chaleur dans la machine et du coup, ça sèche. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce que ça consomme de l'eau et de l'eau chaude. Donc, il faut faire chauffer l'eau. Or, c'est ça qui consomme le plus. Je pense que quand on a un appareil à pompe à chaleur, et là, les combinés avec pompe à chaleur devraient arriver, c'est ça le mieux, mais ça doit coûter assez cher parce que c'est nouveau en plus. Donc, le temps qu'ils amortissent les coûts en recherche et développement, ça va prendre un petit peu de temps. Après, 2 appareils, tout dépend un peu de la place qu'on a et de la surface qu'on a. C'est sûr que quand on habite dans un petit appartement avec des enfants et qu'il faut avoir du linge sec, etc., je comprends qu'on ait les deux, mais bon, il y a un impact environnemental aussi certain. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions Pas d'autres ni de main questions. levée. D'accord, Donc, très bien. on passe à la deuxième intervention, donc Anne-Charlotte Bonjean de l'ADEME. Bonjour à tous, je vais vous partager mon écran. Et pendant qu'on partage l'écran, on peut dire que finalement, quand on pense aux punaises de lit et quand on a des chambres d'hôtes, etc., il me semble que c'est difficile de laver du coton en dessous de 60 degrés. Ça fait partie des chiffres pour détruire certaines bactéries, non? Alors, pour les punaises de lit, très franchement, je ne suis pas renseignée. J'ai peur que 60 degrés ne suffisent pas, je ne sais pas. Ceci dit, c'est vrai que de temps en temps, il faut faire un cycle chaud, mais le cycle chaud, c'est pas tellement pour le linge, c'est pour la machine elle-même. C'est-à-dire qu'il peut rester, surtout si vous n'aérez pas bien votre machine après le cycle, il peut se former une pellicule assez invisible sur le hublot, dans les joints, etc. Et donc, on recommande de temps en temps de faire un cycle presque vide à 90 degrés si vraiment on veut. Voilà. Mais il faut savoir que l'un des intérêts de l'étiquette énergie, d'ailleurs, c'est de caractériser le service. C'est-à-dire que non seulement on vous dit cette machine est économe ou pas économe, mais en tout cas, on vous garantit un certain niveau de propreté. Et ça aussi, c'est mesuré. C'est-à-dire que quand on le teste, on peut voir si le linge est vraiment propre ou pas. Alors, qu'il soit sans germes, je ne sais pas du tout si c'est mesuré, mais je pense qu'en tout cas, les détergents sont faits pour ça. Alors, bien sûr, si vous avez un usage très particulier d'avoir des hôtes très réguliers, ça, je ne sais pas. Il y a des machines après qui sont plus costauds aussi et qui sont plus indiquées pour laver le linge de manière professionnelle. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le lave-linge domestique, l'étiquette vous garantit aussi un bon niveau de lavage. Donc, vous êtes sûr que ça va même à froid. Et même Merci. à 30 Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la suite. Moi, pour me présenter brièvement, je suis Anne-Charlotte Bonjean. Donc, je travaille à l'ADEME dans la direction économie circulaire et je suis en charge du pôle sur tous les sujets qui traitent de la durabilité. Donc, avec comme sujet phare récemment l'indice de réparabilité et durabilité dont je vais vous parler. Donc, l'objectif de cette présentation est de voir comment on peut, dès l'acte d'achat, intégrer le process d'allongement de durée de vie de nos produits par ces 2 indices
réparabilité, durabilité. Ça va se dérouler en 4 points. La première partie, ça va être comment on en est arrivé à l'indice de réparabilité, donc la genèse. La deuxième, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans l'indice de réparabilité en France. Un point évidemment avec les actualités réglementaires européennes, parce que vous avez dû entendre parler de l'indice de réparabilité au niveau européen. Et un petit focus derrière sur l'indice de durabilité qui est en cours de conception. L'indice de réparabilité, pour reposer les bases pour tout le monde, c'est quoi? C'est une note sur 10 associée à un pictogramme de couleur en fonction de la valeur de la note qui est affichée en magasin et en ligne avec une obligation d'affichage. Les informations, elles sont déclarées par le fabricant et le but est d'informer le consommateur sur sa capacité à réparer ou à faire réparer son produit. Donc ça, l'objectif premier était vraiment d'avoir de l'information pour le consommateur. Et on a un objectif secondaire et qui a fait ses preuves, c'est aussi entre guillemets de l'incitation pour les fabricants à produire ou à ouvrir plus les capacités de réparation de leurs produits. Comment on en est arrivé à cet indice? Pour rappel, en 2018, il y a un document qui s'appelle la feuille de route pour l'économie circulaire qui a été publié. Donc c'est un document qui comprend 50 mesures pour l'économie circulaire et on va retrouver dans ces mesures qui était une suggestion pour le gouvernement qui a été co-construit avec différents acteurs et on va retrouver un affichage. Voilà, c'est le petit disque que vous pouvez voir à l'écran affiché de manière obligatoire pour les appareils électriques et électroniques, une information simple sur leur réparabilité. Donc suite à cette publication, les travaux de mise en œuvre de l'indice de réparabilité ont commencé. À titre informatif, c'est plus de 3 ans de travail, 80 acteurs mobilisés à minima et quasiment une centaine de réunions pour aboutir à la V1 de l'indice. Donc cet indice, il a été introduit dans le cadre réglementaire en février 2020 par la publication de la loi AGEC, donc qui parle de l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité, la mise en place des fonds réparation réemploi et la création de nouvelles filières REP, entre autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi. La mise en application de l'indice a été faite en janvier 2021 pour 5 premières catégories de produits, avec une extension à 4 catégories en mai 2022. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de l'indice de réparabilité, donc les produits qui sont concernés depuis 2021, on va retrouver des lave-linges à ouverture frontale, donc les lave-linges Hublot, les ordinateurs portables, les télévisions, les smartphones et les tondeuses à gazon électriques, qu'elles soient filaires, sur batterie ou robot. Et depuis le 4 novembre 2022, on retrouve les lave-linges à ouverture sur le haut, donc les lave-linges top, les lave-vaisselle, les nettoyeurs de pression et les aspirateurs. Pareil, aspirateur, filaire, batterie ou robot. Toujours avec le même pictogramme pour tous ces appareils. L'indice, il est construit de manière commune pour tous les produits. C'est-à-dire que ces critères-là sont les mêmes, quel que soit le produit que vous regardez. Le but n'est pas de comparer un aspirateur avec un ordinateur et un lave-linge, mais qu'au sein d'une même gamme de produits, un peu à l'image de l'étiquette énergie, on puisse comparer ce qui est comparable. Donc les critères qui sont étudiés dans cet indice sont la documentation, donc la durée de disposition en fonction du type de documentation. On va regarder la démontabilité des produits en prenant en compte l'accès aux pièces de manière unitaire, en prenant en compte le type d'outil qui est nécessaire. Est-ce que c'est des outils standards du commerce ou est-ce que c'est des outils qui sont propriété de la marque, entre guillemets, et le type de fixation. Est-ce que c'est de la vis? Est-ce que c'est du clip qu'il faut changer? Est-ce que c'est des choses qui sont collées ou qui sont tout bêtement pas démontables? Cette réponse existe aussi. On va regarder la disponibilité des pièces détachées. Combien de temps la pièce détachée est disponible? Est-ce que c'est 5, 10, 8, 15 ans? Voilà, en fonction des produits, on n'a pas les mêmes seuils. Et on va regarder aussi le délai de livraison. Est-ce que la pièce, c'est plutôt 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours de délai de livraison? Parce que c'est tous ces éléments-là, les 4 principaux critères font la réparabilité. On peut avoir des pièces qui sont disponibles très rapidement, mais si on ne peut pas la démonter, ça n'a aucun intérêt d'avoir la pièce très rapidement. Au même titre que si on n'a pas la documentation pour identifier la pièce, pour pouvoir la recommander, c'est compliqué de réparer. Le prix des pièces, évidemment, rentre en compte aussi dans la réparabilité. Donc tous ces critères sont à isopondération. Les 5 critères, ils ont autant de poids chacun dans la valeur finale de l'indice. Et après, on trouve un dernier critère qu'on a appelé critère spécifique. Là, il est variable en fonction des produits. Tous les produits n'ont pas les 3 sous-critères qui sont l'accessibilité au compteur d'usage,
la possibilité d'assistance à distance sans frais et la possibilité de réinitialisation logicielle. Voilà, donc ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Comment on a construit cet indice, donc ça a été des travaux de groupe, à la fois de manière transversale pour construire cette grille martyre que je viens de vous présenter. Et après, pour chaque produit, il faut définir les durées sur lesquelles on juge la mise à disposition de la documentation et des pièces. Il faut définir quelles pièces on regarde sur la démontabilité, sur la mise à disposition, sur la fixation et compagnie. Donc, tout ça, ça a été donc, une centaine de réunions. On retrouvait en partie prenante, évidemment, des fabricants, des distributeurs, des réparateurs, des associations de consommateurs. Et le tout était copiloté par l'ADEME et le Commissariat général au développement durable, qui est une des branches du ministère de la transition écologique. Tous ces travaux ont abouti à la fameuse grille présentée juste avant. Il était intéressant pour nous, et ça me paraissait intéressant de vous le partager aussi, de pouvoir échanger avec les acteurs après l'application de cet indice, pour avoir un retour d'expérience sur la mise en œuvre, pour déjà pour nous avoir des apprentissages. On est les premiers dans le monde à avoir mis cet indice, donc c'est important aussi de pouvoir partager aux autres pays qui se posent la question de mettre cet indice, quel a été le retour d'expérience. Et comme on est les premiers dans le monde, il a bien fallu s'arrêter à une situation à l'instant T, entre guillemets. Donc on a ces indices, je dirais pas que c'est un crash test, mais c'est des indices qui peuvent être amenés à évoluer pour s'améliorer, se perfectionner par rapport au retour d'expérience qu'on a. Donc voilà, on a fait une étude dédiée sur ça, quelques retours, quelques extraits de cette étude. Le travail par consensus, en fait, ça a été un très bon retour des acteurs. C'est pas évident, hein, les premières réunions, quand vous mettez autour de la table des gens qui défendent chacun, entre guillemets, leur bout de gras. On se dit que ça va pas forcément marcher quand on met des réparateurs, des distributeurs, des fabricants ensemble. Le résultat est très positif. Et aujourd'hui, ce groupe de travail, il continue d'être animé, hein. On garde cette énergie d'animation et on voit les choses avancer vraiment dans le bon sens. Donc, il y a une vraie plus-value à travailler ensemble et par consensus, et à mobiliser les acteurs dans la rédaction des textes aussi de loi. Parce que c'est eux qui ont construit l'indice avec nous. On n'aurait pas pu le construire tout seul. On n'a pas les connaissances. Et donc, c'est vrai que contrairement à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, ils ont co-construit les textes de loi, ils n'ont pas juste appliqué ces textes. D'un point de vue perception consommateur, on a une vraie prise en compte de l'indice dans les actes de choix, et cet indice est connu. Alors, le 75% des consommateurs qui connaissent l'indice, c'est des chiffres qui datent de 2022, de fin 2021, début 2022. Aujourd'hui, je pense que ce chiffre et les dernières études qui ont été faites montrent que ce chiffre augmente et qu'on a vraiment une vraie appropriation par le consommateur de l'indice de réparabilité, qui fait qu'on a, un vrai critère de choix. Pour le consommateur, c'est perçu comme une vraie avancée de la part des fabricants aussi sur l'allongement de durée d'usage des produits. On voit les notes, et ça sera la slide juste après. Les notes, elles ont une moyenne qui sont autour de 6,4, tout produit confondu. C'est une note qui est dans le vert, et c'est important, entre guillemets, d'avoir des notes dans le vert. L'objectif n'était pas de saquer, n'était pas d'avoir des moyennes basses. L'objectif était vraiment d'avoir une moyenne qui soit représentative de ce qui se fait réellement aujourd'hui en termes de réparation. Et l'autre point qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment une différenciation entre les notes pour une même gamme de produits. Si on prend par exemple tous les lave-linges Hublot, on a une variabilité des notes. Toutes les notes, elles ne sont pas entre 6 et 7 par exemple. Les notes, elles vont de 4 à 9, et donc c'est important parce que si on a toujours la même note, ce n'est plus un critère de choix. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème de conception de l'indice. En très bref, un petit graphique en boîte à moustache, comment le lire dans la boîte, dans le rectangle carré, enfin pas carré, ça ne veut rien dire, pardon. Dans le rectangle, on retrouve 80% des valeurs. Donc voilà, on voit que les notes, elles sont pas toutes les mêmes, sinon le rectangle serait très très fin. Et on voit que la moyenne la plus basse aujourd'hui, c'est sur les ordinateurs portables, où on a 6,4. Les tondeuses à gazon, on est beaucoup plus élevé. Ça s'explique. Un ordinateur portable est complexe en termes de conception, d'ouverture. Une tondeuse à gazon électrique est beaucoup plus facile à réparer. Donc voilà, le but n'est pas de comparer l'un avec l'autre, mais les différences s'expliquent pour autant. Comme je vous disais, en France, on est vraiment précurseur sur cet indice.
l'Europe travaille sur ces sujets-là et je vais en parler juste après de ce qui se passe vraiment à l'échelle européenne. Toujours est-il que par rapport à notre expérience, on a été amené à partager avec beaucoup de personnes au niveau européen et même en dehors de l'Europe. En fait, à l'échelle internationale, on est très regardé pour l'innovation de cet indice. Donc, je vous ai mis une liste non exhaustive des pays auxquels on a pu partager, hein, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Europe, l'Angleterre, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Thaïlande. On peut rajouter les USA, on peut rajouter voilà, différents pays. Ce qu'il faut retenir de cet enseignement et de ces témoignages, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de pousser l'économie circulaire et d'allonger la durée de vie de nos produits. Cette volonté, elle est environnementale dans un premier temps parce que plus on va faire durer le produit, moins on va consommer de ressources neuves et moins on va extraire. Elle est également économique. On a fait des études, nous, pour prouver que si on allongeait la durée de vie de ces produits, il y avait une réelle économie financière. Donc ce double volet environnemental et économique fait que les choses vont dans le bon sens et que les consommateurs deviennent acteurs, mais les fabricants et les chaînes en amont des consommateurs sont aussi acteurs et engagés sur ces sujets. L'indice de réparabilité en Europe, on en a parlé très brièvement tout à l'heure. Donc, vous retrouvez sur la gauche l'indice français, je ne vais pas revenir dessus. Et sur la partie droite, on a qui sera applicable dans un premier temps sur le smartphone et les tablettes à partir de mai 2025. La nouvelle étiquette énergie sur ces produits-là qui va inclure de nouveaux éléments et entre autres un logo réparabilité, une valeur sur la réparabilité. Cette valeur-là, elle est calculée. Alors, ce n'est pas tout à fait le même mode de calcul que l'indice français. Pour autant, on va retrouver des choses similaires dans les critères qui seront analysés. On va retrouver la démontabilité, on va retrouver l'accès à la documentation, on va retrouver des informations sur les mises à jour. On n'est pas basé sur les mêmes données. Cette étiquette énergie, elle est, et ce mode de calcul, il est construit en lien avec les directives éco-conception qui sont sur le smartphone. Donc voilà, on a une base qui est commune. Il y a des critères, c'est exactement les mêmes. Ils se sont aussi inspirés de la méthode française vu qu'on est en avance. Après, il y a quelques différences. Toujours est-il que nous, on a pour objectif d'avoir, avant la mise en application de l'étiquette énergie, l'application d'un indice de durabilité dont je vous parlerai juste après sur le smartphone. Donc, on n'aura pas de doublon indice réparabilité français, indice réparabilité sur l'étiquette énergie, sur aucun produit. À partir du moment où l'indice de réparabilité européen arrivera donc en 2025 sur les smartphones, il y a des discussions en cours sur les aspirateurs et sur les sèche-linges. L'indice de réparabilité français, s'il est toujours affiché sur ces produits-là, deviendra caduc. Voilà. Donc c'est juste qu'il n'y a pas deux informations avec le même nom qui donnent des infos différentes. Donc ça, voilà pour les actus européennes. C'est des sujets qu'on suit de près. On est sollicité et je sais que Thérèse est connectée aussi voilà, sur ces sujets-là pour faire part de notre expérience et de nos retours et de nos méthodes de calcul aussi. L'indice de durabilité, vous avez dû en entendre parler dans la presse, vous allez continuer à en entendre parler parce qu'il va arriver. Les premiers affichages sont pour l'instant prévus à fin 2024 avec comme produits concernés le smartphone, la télévision et les lave-linges Hublot et Top. On a regroupé parce que finalement il y a quand même beaucoup de similitudes sur ces deux produits. Cet indice de durabilité, il a été construit dans la même méthodologie, avec la même méthodologie que l'indice de réparabilité. Donc pareil, des groupes multi-représentatifs en termes d'acteurs et un groupe transversal pour construire une grille commune et après des spécificités chez chacun. L'indice de durabilité, il sera composé de 2 ou 3 critères en fonction des types de produits. On retrouvera systématiquement un critère fiabilité, un critère réparabilité et le critère évolutivité. Il sera applicable sur les smartphones, les ordinateurs dans un premier temps et on verra au fur et à mesure des extensions. Le critère fiabilité, on va retrouver des résistances au choc, on va retrouver voilà, des critères de robustesse, des critères d'entretien, de facilité et d'information sur l'entretien des équipements. On va retrouver des propositions de garantie en plus de la garantie légale de conformité. Donc après, avec des spécificités par différents produits. Le critère de réparabilité, on retrouve un mode de calcul
avec des évolutions par rapport au retour d'expérience basées sur ce qu'il y avait dans l'indice de réparabilité. Et le critère évolutivité, pour les produits numériques, on va juger la capacité à faire évoluer le produit, à ajouter des nouvelles fonctionnalités, à faire évoluer des conditions de stockage et des choses comme ça. Un petit point très récent, les textes ont été soumis à la Commission européenne. On a eu un retour mitigé, entre guillemets, avec des commentaires sur le smartphone. Donc il y aura peut-être un petit décalage de temps sur le smartphone. On attend de savoir quel plan d'action on met en place sur ça. Mais le sujet étant porté et poussé par des acteurs à l'échelle européenne, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que cet indice arrivera en France. Alors le décalage sera peut-être en temporalité, peut-être décalé à 2025, mais ça arrivera en France. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ces indices et je reste à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Anne-Charlotte. C'était aussi très clair sur l'ensemble des points qui étaient abordés. Alors si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, les mettre dans le chat également. Alors Christine Hersault. Vous pouvez poser votre question. Oh, vous avez rebaissé la main, donc Il y a une question dans le chat, là. L'indice de durabilité Ah. remplacera celui de réparabilité. C'est l'objectif. Il y aura jamais indice de réparabilité plus indice de durabilité. Parce que les informations qui sont comprises dans l'indice de réparabilité sont incluses dans la méthode de calcul de l'indice de durabilité. Donc, quand l'indice de durabilité arrivera en magasin, celui de réparabilité va s'éteindre. Pour l'instant, on n'est que sur 3 produits. L'objectif est évidemment de couvrir tous les produits qui sont aujourd'hui couverts par l'indice de réparabilité et d'aller même encore plus loin. Mais step by step. D'ici combien d'années, de temps, on aura l'ensemble des produits avec l'indice? Alors, c'est une grande question. L'indice de durabilité pour le construire, là, on sort 3 produits. On avait commencé 5 groupes de travail. Donc, il y en a 2 qu'on a mis en stand-by. Comme il y a une partie fiabilité avec des tests, en fait, l'indice de durabilité, il est soumis à des procédures de test, alors soit normalisées, soit à échelle européenne, par exemple des tests de résistance comme on peut avoir dans l'étiquette énergie, résistance au choc sur le smartphone. Voilà. Donc il faut des procédures de test qui soient partageables et partagées par tous les acteurs. On en a sur la télé, sur le smartphone. Elle a été construite en parallèle de notre indice sur le lave-linge, donc on s'est inspiré du groupe de normalisation au niveau européen. Sur les autres produits, il faut qu'on benchmark avant de lancer les groupes, savoir quelles sont les normes qui existent. On avait lancé pour info la tondeuse à gazon et l'ordinateur. L'ordinateur a été arrêté parce qu'il y a des travaux à l'échelle européenne. La tondeuse a été arrêtée parce qu'on n'a pas du tout de travaux de normalisation. Il n'y a pas du tout de normalisation des essais. Donc les motivations et la mise en œuvre sont pas que de notre sort. Nous, si on avait une baguette magique, on dirait que demain tout était couvert. En l'occurrence, ça demande des travaux en amont qu'on ne maîtrise pas forcément. On peut imaginer que d'ici 2030, on pourra savoir ce qu'il en est sur toutes les familles de produits. J'espère que d'ici 2030, oui, largement. Ok. Une autre question dans le chat. Est-ce que la réparabilité est liée à la capacité du particulier à réparer ou seulement celle des professionnels? Alors, j'ai envie de répondre les deux. La réparabilité, comme je disais, c'est une combinaison de plusieurs éléments. Dans l'indice, on parle autant des professionnels que du consommateur. Quand on va regarder la mise à disposition des pièces détachées, par exemple, on va regarder si elle est dispo pour le réparateur, mais pour le consommateur aussi. On a une partie de documentation qui est à destination uniquement du consommateur pour de l'autoréparation. Donc on met en avant la réparabilité dans le cadre général. Après, on sait qu'il y a des produits qui ne sont pas du tout adaptés pour l'autoréparation. Et je vais citer le frigo, je vais citer le micro-ondes, avec des risques de sécurité dans le cadre de réparation. Donc il faut des environnements contraints et des formations des réparateurs. La tondeuse à gazon, si elle a une moyenne qui est plus élevée que les autres, c'est aussi parce qu'il y a de l'autoréparation et que du coup, c'est
elle est plus facile d'accès en termes de démontage, de fixation et de choses comme ça, donc elle est plus facile en termes d'autoréparation. Les smartphones, si vous avez envie de démonter, toutes les informations sont disponibles pour le démonter, les outils pour enlever la coque, c'est faisable de changer une batterie, de changer un écran. Après, tout le monde, techniquement c'est faisable, après c'est pas à la portée de tout le monde. Donc comme c'est pas à la portée de tout le monde et que c'est entre guillemets un vrai métier réparateur, avec des compétences et des connaissances, on ne survalorise pas l'autoréparation. Pour autant, on ne le dénigre pas non plus. Voilà, on laisse la porte ouverte sur les deux sujets. Et en termes toujours de réparation, il y a pas un bonus qui est ou qui va être mis en place pour que les gens aient plus l'envie de réparer que d'acheter du neuf? Si, il y a un bonus réparation. Oui. Le bonus réparation, c'est un coup de pouce au consommateur. Donc, il est en place depuis quasiment 1 an sur les produits électroniques et depuis 2 jours sur le textile et cordonnerie. C'est un bonus au consommateur, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Il y a des réparateurs qui sont labellisés par les éco-organismes. Donc, c'est le label Quali-Répar pour les produits électroniques et le label bonus réparation pour les produits textiles et cordonnerie. Chez ces réparateurs labellisés, si votre panne est éligible, vous allez avoir une ristourne entre guillemets sur votre réparation. Et moi j'ai un exemple très concret, j'ai fait réparer mon téléphone hier, j'ai fait changer la batterie, j'avais un devis à 50 €, j'en ai payé 24. Parce que l'aide de réparation des téléphones, elle est de 25 € aujourd'hui. Il va y avoir des évolutions de ce bonus au 1er janvier avec des augmentations de 5 € pour la majorité des produits, l'intégration des casses écran de manière indélicate, ce qui n'était pas inclus aujourd'hui. Et on va avoir 5 produits qui vont être boostés en termes de bonus, où le bonus va doubler. Si je dis pas de bêtises, on retrouve la télévision, on retrouve les aspirateurs, on retrouve lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge. La télévision, je crois que le bonus passe à 60 € au lieu des 30 aujourd'hui. Les lave-linges, ça doit être 50 versus 25. Et les aspirateurs, je sais plus. Donc voilà, donc ce bonus, c'est pareil, c'est une première, au moins européenne, si ce n'est mondiale. Donc on s'est arrêté sur des seuils et des modes de réparation il y a 1 an. Il n'a pas fallu attendre 1 an pour qu'il y ait des évolutions qui soient annoncées. Donc on reste, voilà, on reste à l'écoute et agile et à l'écoute des réparateurs aussi. Donc oui, il y a ces coups de pouce réparation. Tout ça, ça émane de la loi AGEC, hein, qui répond aux freins à la réparation, qui étaient le prix, l'accès à l'information et l'accès aux réparateurs. Toutes ces initiatives voilà, servent à revaloriser la réparation, entre guillemets. Merci. Et je crois qu'Isaline nous en parlera aussi après. Une question un peu large. Que pensez-vous de l'obsolescence programmée? Elle est interdite en France depuis 2015. On est le seul pays au monde à l'avoir fait. Elle n'existe pas, l'obsolescence programmée. Il y a eu une condamnation en 10 ans sur les imprimantes. Ça a fait jurisprudence pour tous les autres. Donc, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Par contre, on a de l'obsolescence d'usage, on a de l'obsolescence fonctionnelle, de l'obsolescence marketing. Il y a 2 types d'obsolescence. L'obsolescence marketing, c'est entre guillemets, il faut toujours avoir le produit avec les nouvelles fonctionnalités. Je vais aller changer mon lave-linge parce que je peux le lancer à distance sur mon téléphone et du coup, je vais le changer alors que l'actuel, il marche très bien. Voilà, donc il y a ça. On va retrouver de l'obsolescence législative, entre guillemets. Le passage à la TNT, ça a fait un gros mal aux télés, hein, parce qu'il a fallu changer ses télés pour s'équiper. Et ça, c'est pas de. Voilà, c'est un autre type d'obsolescence. Et après, on a de l'obsolescence d'usage par le consommateur. Ouais, ma télé 82 cm, elle est un peu petite, j'en veux une 125, mais elle fonctionne très bien, hein, je vais changer. Voilà, tout ça, c'est des formes d'obsolescence qui sont liées à plein d'éléments, mais qui ne sont pas de l'obsolescence programmée. Et si on avait. À partir du moment où elle est réglementée, l'obsolescence programmée, les associations de consommateurs font très bien leur boulot pour dénoncer les obsolescences programmées et il y a des condamnations qui existent. Donc aujourd'hui, moi, je considère qu'il n'y en a pas, qu'il y a d'autres types d'obsolescence. Merci beaucoup. Une question de Carole Deveau. Vous n'avez pas activé votre micro. En matière de téléphonie, nous sommes soumis à des obligations permanentes de changer de matériel. Notamment, moi, j'avais un vieux téléphone à cadran avec les nouvelles technologies. Il est devenu obsolète.
de fait. Et là, avec la fibre qu'on va bientôt nous imposer, on est obligé de modifier des leafbox, alors qu'avant, moi j'étais propriétaire de ma leafbox. Quand on va m'imposer de passer à la fibre, eh bien là, je vais être obligée de louer une leafbox et la mienne va être obsolète de fait. Donc, est-ce qu'il y a un système qui pourrait permettre qu'on prenne en compte dans les nouvelles technologies les anciens appareils de façon à ce que le marché ne soit pas inondé de déchets euh, obligatoires de fait? Alors, je n'ai pas de réponse claire à vous apporter. Il n'y a pas de cadre législatif sur ça. Et ça revient dans l'obsolescence législative dont je parlais tout à l'heure et que je citais avec le passage à la TNT. Je pense, et j'en suis convaincu en le disant, que les fabricants font le maximum pour essayer de ne pas rendre les anciens appareils fonctionnels obsolètes liés à l'usage. Si on reprend la téléphonie mobile, mais alors, donc c'est pas la fixe, mais la téléphonie mobile, les vieux appareils, les mises à jour, elles sont encore disponibles. Alors oui, vous n'avez pas une nouvelle fonctionnalité, mais c'est un choix du consommateur. Pour autant, vous avez encore de l'entretien qui est fait sur votre téléphone pour que vous puissiez vous en servir. Les réseaux, vous avez encore accès au réseau et vous n'êtes pas, vous êtes pas mis au passage à la 5G, tous les autres réseaux n'ont pas été désactivés. Donc vous pouvez continuer, en tout cas en téléphonie mobile, à utiliser des anciens appareils. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des fabricants pour ne pas rendre obsolètes de fait les produits. Sur la téléphonie fixe, honnêtement, je n'ai pas les compétences, donc je ne saurais pas expliquer pourquoi on en est venu là. Ce que je peux vous partager, c'est que j'ai discuté avec un gros opérateur récemment qui en fait, ils sont toujours en train de mettre dans la balance, est-ce qu'on propose une évolution de service qui amène une évolution de produit, ou est-ce qu'on reste avec des services équivalents mais qui ne sont pas satisfaisants? Et en fait, c'est un vrai questionnement, et après, on va rentrer dans un questionnement d'usage et sociétal, entre guillemets, qui est au-delà de la partie allongement de durée de vie des produits. Et c'est compliqué de dire, on met tout le monde à la fibre avec des équipements qui doivent être renouvelés, mais on en oublie, enfin, on ne bascule pas 2-3 personnes parce qu'il y a une volonté de ne pas changer les équipements en termes de gestion pour eux et d'entretien. Quand c'est des parcs de milliers de foyers et de lignes, je pense que c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai pas de réponse à apporter clairement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des questionnements que les opérateurs ont en interne chez eux, et que c'est après une question de balance, de qu'est-ce qu'on met dans la balance et vers quoi ça penche, quoi. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la dernière présentation, donc Isaline Jean-Jacques du réseau Prévention Gestion des déchets de FNE, qui va nous parler un peu des travaux que FNE a suivis. Isaline. Alors oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Ok, je vais partager mon écran parce que moi aussi, j'ai une petite présentation. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche très bien, nickel. Ok, parfait. Alors. Donc, déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Isaline Jean-Jacques et donc, je suis chef de projet au sein du pôle prévention de France Nature Environnement. Et c'est dans ce cadre que je m'occupe de l'accompagnement des bénévoles dans le suivi des filières REP pour le réseau prévention et gestion des déchets. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps l'implication de FNE au sein des groupes de travail sur l'indice de durabilité dont vient de parler Anne-Charlotte, en prenant pour exemple le groupe de travail des téléviseurs. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est surtout sur ça que je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est la présentation du bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques et le positionnement aujourd'hui de France Nature Environnement sur ce sujet. Alors, donc déjà, sur l'indice de durabilité, donc je ne vais pas réexpliquer les enjeux autour de cet indice, puisque Anne-Charlotte l'a déjà parfaitement fait. Je vais surtout vous parler là un peu des backstage techniques, quel travail les bénévoles et moi-même avons fait concrètement sur cet indice de durabilité. Alors, donc déjà,
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois que... Ah voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, oui, donc comme l'a expliqué Anne-Charlotte, l'indice de durabilité, pour travailler dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un groupe de travail transversal global sur l'indice de durabilité et plusieurs groupes de travail spécifiques en fonction des différents produits. Et donc, FNE était représenté dans tous les groupes de travail spécifiques ainsi que dans le groupe de travail transversal. On avait un bénévole expert par groupe de travail. Et donc, on était dans la partie ONG, mais c'est important de savoir qu'il y a d'autres associations environnementales qui sont impliquées aujourd'hui dans cet indice de durabilité, donc les Amis de la Terre, Zéro Waste France, le réseau Action Climat et HOP. Et donc, on a travaillé vraiment en lien étroit avec ces associations environnementales et ces associations de consommateurs pour justement essayer d'obtenir un indice de durabilité le plus exigeant possible. Donc, juste en 2 chiffres, je voulais quand même vous rappeler l'importance de faire durer son téléviseur. Donc, voilà, à l'échelle de la France, conserver une télévision 1 an de plus, donc par exemple de 8 ans à 9 ans, ça permettrait une économie de plus de 1,7 million de tonnes équivalent CO2 selon les chiffres de l'ADEME. Donc, vraiment, l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques, c'est un vrai facteur de diminution de l'impact carbone individuel. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et donc, comment on a travaillé concrètement en fait, on a dressé donc une liste de critères pour chaque fonction de la télévision. Donc là, du coup, je vais prendre l'exemple de la télévision. Donc, la télévision, comme vous savez, voilà, il y a un écran, un haut-parleur, une télécommande, etc. Et en fait, pour chacune de ces fonctions, on va appliquer en fait des critères et des sous-critères d'évaluation. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de juger la durée de vie, comme la résistance à l'usure ou la réparabilité, par exemple. Donc, en fait, plus une durée sera durable, plus elle gagnera des points. Et ces critères sont ensuite pondérés en fonction de leur importance parce que forcément, en fonction des différents critères, on ne va pas appliquer le même degré d'importance. Voilà. Donc, les fonctions sont aussi pondérées parce que forcément, la télécommande n'a pas forcément, on va dire, le même poids dans le calcul de l'indice de durabilité que, par exemple, l'écran. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu ce travail en fait, de pondération. Et au final, c'est la synthèse pondérée de tout ça qui va nous donner un pourcentage final qui, au final, va nous permettre d'obtenir un indice de durabilité global. Voilà. Isaline, je t'interromps juste une minute. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir un casque et un micro à portée de main? Parce qu'apparemment, le son est pas très bon. Ah, d'accord, mince. Non, j'avoue que là, j'aurais pas de casque à proximité. Désolée. Ok, pas de souci. Je pense que c'est Alors, parlez peut-être un peu plus fort. Cabine. Oui, ça, je peux le faire, pas de souci. Près du micro de l'ordi. Et ensuite, est-ce que c'est normal qu'on soit toujours sur la diapo 6? Juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci de partage de ton écran. Alors, moi, je suis sur la diapo 8. Donc, oui, alors, donc c'est pas passé. Il y a peut-être un petit souci, ouais. Alors attendez. Si je clique là-dessus, est-ce que là, vous voyez la diapo 8 ou pas? On est toujours sur la diapo indice de durabilité. Ah, c'est passé. On est sur la... Oui, c'est voilà. C'est bon. Ok, Je pense que c'est bon. Ok, super. Ok, je vais essayer de parler plus fort. S'il y a encore des soucis, n'hésitez pas aussi à me couper la parole. Voilà. Donc, en tant qu'association environnementale, nous, notre objectif, ça a vraiment été de nous prononcer sur le choix de ces critères, mais aussi sur la pondération de ces critères. Et c'est vraiment ce qui a été le plus dur à trouver en termes de compromis.
À l'issue des groupes de travail, on n'a pas forcément réussi à trouver des consensus pour tout entre les différents types d'organisations qui étaient représentées au sein des groupes de travail. Par exemple, est-ce qu'il est préférable de mettre un bouton marche arrêt à un téléviseur ou alors est-ce que il faudrait faire démarrer la télé avec une télécommande et dans ce cas-là, la télévision sera en veille permanente, ce qui consommerait beaucoup d'énergie. Quel pourcentage ou quelle importance plutôt accorder à un bouton poussoir dans l'indice de durabilité. Enfin voilà, ce genre de questions-là, ça a été des sujets de débat au sein des groupes de travail pour les bénévoles. Et donc, pour faire ces choix, on a analysé donc, une ou plusieurs études qui ont été faites par chaque fabricant représenté au sein du groupe de travail. Et en fait, ils ont fait ça à partir voilà, d'enquêtes internes. Et c'est en fonction de ça aussi qu'on s'est appuyé pour construire notre raisonnement et avoir un avis. Donc là, je vous ai mis juste un petit exemple d'enquête sur la durabilité des téléviseurs qui a été réalisée par FEDELEC. Et donc FEDELEC, en fait, c'est une fédération des professionnels des équipements électriques et électroniques. Voilà, et là, je vous ai mis un peu des petits exemples de questions qu'ils ont pu poser aux artisans réparateurs, que du coup, après, nous, on a reçu ces résultats-là et on a pu les analyser et les traiter. Voilà, donc par exemple, ils ont demandé aux réparateurs de juger la fiabilité, la réparabilité des téléviseurs et c'est là, c'est la somme de tous les résultats de l'enquête. Donc, ils ont interrogé plus de 2000 artisans réparateurs et distributeurs réparateurs. Voilà, et donc, au final, les points de vigilance qui ont été portés par FNE tout au long du travail sur l'indice de durabilité, ça va être autour du contrôle de la bonne application des critères. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué aujourd'hui parce que, pour plusieurs raisons, parce que déjà, on a du mal à trouver des personnes pour les contrôler, à partir de quand il faut les contrôler. Enfin, en fait, il y a plein de sous-critères qui vont rentrer en compte dans cette histoire de contrôle-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de marteler tout le long du déroulement de ces groupes de travail. Ensuite, donc la durée minimale de fonctionnement pour certaines pièces, ça nous paraissait vraiment essentiel de garantir que certaines pièces puissent fonctionner un certain nombre de temps au minimum. Ensuite, la disponibilité des pièces de rechange, ça, c'est quelque chose qu'on martèle aussi sur les équipements, mais électriques et électroniques, mais pas que sur ça. Ça, c'est vraiment essentiel pour garantir l'allongement de la durée de vie. Et on ne voulait pas que la prolongation de la garantie payante entre comme un critère favorable dans l'indice de durabilité. Voilà. Et là, je vous ai mis donc dans cette diapo un extrait en fait d'un fichier Excel de travail, juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait concrètement. Voilà. Et donc, au final, nous, chez FNE, on est globalement très satisfait du résultat des échanges et de l'indice de durabilité au final. Et on attend en fait aujourd'hui de voir un peu les résultats sur le moyen long terme. Voilà. Et bon, pour l'instant, comme l'indice n'est pas encore lancé, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation sur le bonus réparation. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans le détail. Alors déjà, le bonus réparation, c'est quoi? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais donc, le bonus réparation, donc, c'est un système qui a été mis en œuvre, qui est mis en œuvre aujourd'hui par les éco-organismes et qui permet en fait la prise en charge d'une partie du prix de la réparation afin de rendre la réparation plus compétitive vis-à-vis du neuf. Donc, du côté du consommateur, il n'y a pas de démarche particulière à faire pour obtenir ce bonus réparation. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il suffit simplement de se rendre chez un réparateur labellisé Quali-Répar. Donc, c'est le label qui est juste en haut à droite. Pour obtenir ce tarif réduit qui sera visible directement sur votre facture. Anne-Charlotte pourra le confirmer si elle a vu la différence inscrite sur sa facture ou pas.
Et en fait, il y a un site internet qui recense tous les réparateurs labellisés. Et donc, avec votre géolocalisation, vous pouvez trouver facilement un réparateur à proximité de chez vous ou un réparateur qui fait aussi de la réparation à distance. Voilà. Donc, le bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques concerne une vaste catégorie de produits et à partir du 1er janvier 2024, cette catégorie de produits va encore s'élargir. Il faut juste 2 conditions pour pouvoir bénéficier du bonus réparation. Donc, il faut évidemment que votre produit soit couvert par une garantie et il faut que la panne à l'origine du problème soit éligible au bonus. Donc, le bonus a été lancé depuis le 15 décembre 2022 et en fait, il répond à plusieurs constats. Donc, premièrement, le coût de la réparation qui coûte quand même assez cher et surtout aujourd'hui avec cette tendance du coup à la diminution des prix des équipements électriques et électroniques, la réparation n'est pas forcément compétitive vis-à-vis du neuf. Ensuite, on a constaté une volonté aussi de racheter du neuf parce que parfois, on ne pense pas forcément à réparer, on ne pense pas qu'un produit puisse être réparé et on pense aussi que si on investit dans la réparation de notre équipement, on risque de ne pas le rentabiliser parce qu'il risque d'avoir un autre problème prochainement et qu'au final, on doit quand même en racheter un neuf. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, on va dire. Et puis, troisième constat, c'est la difficulté de trouver des réparateurs de confiance. Ça, c'est beaucoup ressorti aussi dans les chiffres on avait du mal, enfin, les consommateurs avaient du mal à trouver des réparateurs de confiance. Voilà, donc concrètement, le montant forfaitaire du bonus s'élève de 10 à 45 € selon le type d'appareil, ce qui correspond en général à 20% de la facture totale de la réparation. Et donc là, ça, c'est les chiffres actuels, mais ça va changer à partir du 1er janvier 2024, puisqu'il y a eu de nouvelles annonces qui ont été faites fin octobre concernant ce bonus. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a 1200 réparateurs qui sont recensés sur le site internet de Quali-Répar, alors qu'on a un objectif de 4000 réparateurs agréés d'ici fin 2023 et 14 000 d'ici fin 2027. Donc, on est encore loin des objectifs. Et donc, pour parler du travail de FNE, donc FNE a activement participé à la construction et au suivi de la mise en œuvre de ce bonus. Nos bénévoles ont contribué à la création en fait, du bonus lorsqu'il a été élaboré. On a aussi répondu présent lors des 2 bilans d'étape qui ont été organisés par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Et actuellement, ce sont nos bénévoles qui siègent au Comité national de la réparation et à l'Observatoire du réemploi. Donc, c'est ces 2 comités dans lesquels on discute régulièrement du bonus réparation. Donc, on est extrêmement impliqué sur cette question. Et si on est impliqué, c'est pour demander plusieurs choses. Déjà, de dépenser l'argent qui a été attribué au bonus réparation, ça c'est vraiment essentiel. Puisque en juillet 2023, il y avait seulement 1,5 million d'euros qui avaient été dépensés sur les 63 millions qui étaient prévus pour l'année. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, on demande aussi qu'il y ait davantage d'investissement sur la communication parce qu'on a eu beaucoup de remontées pour dire que le bonus réparation n'était pas connu. Alors, pour qu'il soit utilisé et pour qu'on puisse avoir de vrais résultats, il faut absolument que le bonus soit plus répandu et plus connu par tous et par toutes. Ensuite, il y a tout un enjeu autour de l'alignement du bonus aux 33% du seuil psychologique. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est parce que là, ça paraît un peu bizarre. Donc, en fait, il y a eu un rapport en juin 2021 qui a été publié par l'ADEME et qui indiquait que, en fait, à partir d'un certain montant, les consommateurs ne souhaitaient plus faire réparer leurs produits et préféraient en fait acheter du neuf. Et donc, en fait, ce montant, c'est 33% du prix du neuf. Donc, en fait, il y a un palier psychologique du côté du consommateur qui fait que si le montant de la réparation est supérieur à 33% du prix du neuf,
les consommateurs privilégieront le rachat du neuf. Et c'est pourquoi FNE, aux côtés des autres associations environnementales, on a en fait co-signé une lettre pour demander un dépassement de ce seuil psychologique avec le bonus réparation pour au moins quelques catégories de produits, puisque 33%, ça ne peut pas forcément être possible d'un point de vue économique pour toutes les catégories de produits, quoi. Donc, au final, notre demande a bien été entendue et une expérimentation a été mise en place. Donc, pour l'instant, cette expérimentation va durer 6 mois, mais nous, on espère qu'elle sera étendue sur une plus longue durée parce qu'on estime que 6 mois, ce n'est pas du tout suffisant pour avoir de vrais résultats. Et donc, en fait, l'objectif de l'expérimentation, ça va être donc de doubler le bonus réparation pour voir en fait si un bonus plus important permet d'inciter à plus de réparations et donc éviter le rachat du neuf en réponse donc à ce palier psychologique. Donc aujourd'hui, c'est comme a dit Anne-Charlotte, ça concerne 3 catégories de produits, donc l'électroménager de lavage, le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, les aspirateurs et les téléviseurs. Donc, pour nous, c'est vraiment une avancée et on est satisfait aussi des catégories de produits qui ont été choisis parce que ça, c'était aussi un gros enjeu au sein du Comité national de la réparation parce que, en fait, on voulait vraiment des produits qui étaient possédés par un grand nombre de foyers, qui n'étaient pas forcément souvent réparés et dont la réparation peut être très coûteuse. Donc, le but était vraiment de rendre le doublement de ce bonus accessible à un maximum de personnes en France. Mais nous, on a quand même un petit point de vigilance parce que le doublement du bonus ne veut pas forcément dire que le bonus est aligné sur le seuil psychologique des 33% que je viens de vous expliquer parce que parfois, le doubler, ça ne suffit pas à atteindre ce seuil. Mais bon, nous, on est déjà quand même satisfaits de ce qui a pu être fait. Et donc, ce doublement, comme je vous ai dit, sera effectif à partir du 1er janvier 2024. Voilà, donc voilà. Et ensuite, pour finir, notre dernière demande forte, c'est le développement des formations des métiers de la réparation parce que aujourd'hui, c'est aussi un peu, on va dire, compliqué de trouver des réparateurs autour de chez soi, surtout quand on habite dans des zones, on va dire, un peu plus reculées. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'il y ait ce développement de formation et aussi une revalorisation un peu plus générale des métiers de la réparation. Parce que pour nous, c'est vraiment indispensable pour un meilleur maillage territorial et garantir l'accès à la réparation à tous et à toutes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Isaline. Il y a une question de la part de Thérèse Kreitz. Est-ce qu'il n'y a pas un effet rebond et est-ce que les réparateurs n'augmentent pas leur prix de base avec ce bonus? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, comment ça a été fait normalement? Justement pour garantir ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà prévu. En fait, le réparateur qui souhaite être agréé Quali-Répar, il doit d'abord envoyer une grille de prix en fait, de ses tarifs en fonction des différents types de réparations qui sont éligibles au bonus réparation. Et en gros, c'est en fonction de cette grille-là qu'ils vont pouvoir obtenir leur éligibilité on va dire au label. Et donc, cette grille, en fait, doit rester fixe par la suite quand le bonus réparation est actif. Et donc, pour obtenir le remboursement, il faut que le prix de la réparation corresponde au prix qui avait été indiqué dans la grille qui a été envoyée à l'éco-organisme qui est en charge de procéder au remboursement du réparateur. Donc, normalement, il n'est pas censé avoir d'effet rebond. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a essayé de lutter, contre lequel on a essayé de lutter. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous avez encore des questions, soit dans le chat, soit à l'oral? Et que ce Oui, moi soit j'ai une pour... question.
Oui, vas-y. Oui, enfin, pas une question, une remarque. D'abord, merci beaucoup pour ces 2 présentations. C'était très intéressant parce que moi, je connais plutôt comment la réglementation se fait au niveau européen pour l'étiquette énergie et tout ça. Je voulais juste souligner que c'est d'autant plus important que les appareils vont durer plus longtemps et il faut qu'ils durent plus longtemps, qu'ils soient réparés et tout ça. Mais c'est encore plus important de les choisir économes au départ. Parce que s'ils durent 20 ans, alors là, il faut vraiment qu'ils soient économes. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant de voir comment tout ça se discute et se négocie finalement. Merci. Oui, Thérèse? Oui, bonjour. Merci. Pareil de ma part, c'était très intéressant toutes les présentations. Très bien fait, merci. Par rapport le bonus, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un frein que du coup le réparateur doit avancer l'argent en fait et dans quel délai il va être remboursé par ce bonus? Merci. De toute façon, en fait, c'était un choix qu'on devait faire entre soit faire poser la charge sur le consommateur ou le faire sur le réparateur. En fait, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que les procédures ont été simplifiées au maximum parce qu'à la toute base, il y avait plus d'une vingtaine d'étapes par procédure pour obtenir le remboursement que pour une seule réparation. Donc, c'était vraiment pas suffisant. Et donc là, du coup, nous, on a demandé auprès des autres associations aussi de simplifier déjà ces démarches-là, ce qui fait que déjà, d'un point de vue administratif, c'est plus simple pour le réparateur. Normalement aussi, bon, ça, je ne sais pas encore si ça a été appliqué ou pas parce que je n'ai pas une nouvelle là-dessus, mais a priori, il est censé avoir aussi une application sur les smartphones, donc qui est censé rendre plus facile aussi l'aspect administratif. Et ensuite, sur l'aspect remboursement, en théorie, après, en pratique, moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais normalement, en pratique, en théorie plutôt, ils sont censés être remboursés tous les mois en fonction des demandes qui ont été faites le mois précédent. Donc, normalement, justement, cette avance, elle est censée être temporaire et être rapidement remboursée. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Voilà, Merci beaucoup. pas de souci. Alors, je ne sais pas qui a partagé son écran. Possible de l'enlever. Vous pouvez peut-être interdire le partage. Ce que je suis en train de faire, d'essayer de trouver. Où c'est? Je ne trouve pas. Bon, je suis désolée. On peut continuer les questions si vous en avez. Et sinon, on est dans les temps aussi pour conclure ce webinaire très instructif, à la fois sur l'acte d'achat et sur les possibilités de faire durer nos équipements en les choisissant correctement et en les réparant autant que possible. À ce moment-là, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants et puis tous les participants pour être venus à ce webinaire et à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et merci pour la bonne organisation. Merci à vous.